présente mon confrère Mathieu Martin, qui est maintenant le président de la FDIT, qui est un confrère du barreau de Lyon, et qui nous a fait la gentillesse de venir doublement participer à ces journées, à la fois pour présider l'après-midi en sa qualité de président de la FDIT, et qui va aussi intervenir après Pauline, et je lui laisse la parole. Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis d'ores et déjà ravi qu'on n'ait pas perdu des participants entre le matin et l'après-midi. C'est donc très bon signe sur les thèmes abordés. Alors, nous allons avoir différents intervenants cet après-midi avec des approches un petit peu plus précises, un petit peu plus structurelles sur certains éléments. Tout d'abord, donc, je dirais Pauline Chavaillard, qui est pour la société, l'éditeur Doctrine.fr. Donc, on le connaît tous. Avec le terme doctrine, finalement, qu'est-ce que veut dire doctrine? C'est un ensemble de notions qu'on affirme être vraies et par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits orientée ou diriger l'action. Donc, Pauline nous expliquera comment elle nous oriente ou pas par rapport à ces éléments de données. J'aurai le plaisir, après, d'intervenir sur la justice face à l'intelligence artificielle. Ça, c'est le sujet de science-fiction que m'a confié Nicolas. Pour ensuite avoir Warren Azoulay qui interviendra, qui est docteur en droit, qui est chercheur à l'université d'Aix et qui a fait une thèse sur le machine learning et la comparution immédiate. Donc finalement, comment retrouver aussi un petit peu d'humain dans l'intelligence artificielle, pour avoir ensuite mon confrère Cédric Dubuc, qui est avocat au barreau d'Aix, qui est également chargé de cours à l'université, qui nous parlera de tiers de confiance, blockchain, de stratégie de régulation. Enfin, Frédéric Laurie, qui est à ma droite, nous proposera une synthèse et conclusion par rapport à cette journée, qui est également avocat et qui est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille. Et donc, je laisse la parole tout de suite à Pauline Chavaillard. Bonjour et déjà merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici et de vous partager un petit peu ce que j'essaye de faire et d'apporter au domaine juridique par l'intelligence artificielle. Donc moi, je suis pas du tout issue d'une formation juridique, je suis ingénieure en intelligence artificielle et je travaille dans la société Doctrine.fr depuis 5 ans. Donc par curiosité, puisqu'il a été dit que tout le monde connaissait Doctrine, mais est-ce que effectivement tout le monde connaît Doctrine ou plutôt qui connaît Doctrine du coup? Ok, donc je vais faire une rapide présentation de la société sans trop m'étendre. Donc Doctrine, une start-up dans la legal tech qui a été créée en 2016 par 3 fondateurs en particulier, dont le constat était plutôt clair. Les sources de droit sont difficilement accessibles, voire même non accessibles tout court. Par exemple, certaines décisions de justice ne sont aujourd'hui toujours pas accessibles, même si ça tend avec l'open data, c'est en passe de l'être. Une information qui est difficilement structurée, qui n'est pas forcément à jour et qui n'est pas forcément complète, et une information qui change régulièrement. On entend souvent parler d'inflation législative, d'inflation normative, et il peut être parfois compliqué de se tenir à jour des tendances du droit, des tendances jurisprudentielles ou même de la loi qui est promulguée tous les jours. Et donc, face à ce constat, les fondateurs de Doctrine à l'époque se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire, quelque chose à proposer, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, le but de ma présentation va être, je l'espère, de vous montrer un petit peu à quoi sert l'intelligence artificielle, en quoi c'est, je ne sais pas si je dirais jusqu'à utiliser le mot révolutionnaire, mais en tout cas, en quoi ça peut aider grandement dans la pratique du droit, en tout cas en France. La mission de la boîte, c'est donc de rendre le droit accessible, plus compréhensible, vivant et aussi principalement d'automatiser des tâches qui pouvaient par ailleurs avant être assez compliquées, tout simplement très chronophages et qui prennent beaucoup de temps pour permettre aux professionnels du droit de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et en revanche, ce que ne fait pas Doctrine, et ça j'insiste et j'essaierai de vous le montrer un peu dans toute la présentation, c'est qu'on ne fait pas de justice prédictive. Alors on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, des dangers, et je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger du tout avec ce que je vais vous présenter, mais en tout cas Doctrine ne propose pas de construction automatique d'argumentaire par exemple, mais plus de contextualiser l'information pour permettre aux professionnels du droit de prendre les meilleures décisions possibles. Donc je vais vous montrer, vous parler en particulier de différents axes que Doctrine propose, qui est la centralisation de l'information juridique, la contextualisation de l'information juridique,
la recherche dans l'information juridique et la recommandation de contenu juridique personnalisé. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle et donc à quel point l'IA permet d'automatiser des tâches du quotidien pour les professionnels du droit. Alors pour apporter un petit peu de fun dans ma présentation, j'ai parsemé ma présentation d'images qui sont générées par une intelligence artificielle. Donc là, je lui avais demandé de dessiner une intelligence artificielle préhistorique. Et donc voilà ce que l'intelligence artificielle m'a répondu. Ça ne sert absolument à rien, je précise, mais c'était plus pour le fun. Donc centralisation, c'est quoi? Déjà, premier constat, j'ai commencé à le dire, mais c'est que dans le droit, il y a beaucoup d'informations. Et ces informations sont silotées dans différentes bases. Donc pour prendre un exemple concret sur l'open data des décisions de justice, tout a commencé par un avis de la Commission européenne qui incite les administrations européennes à se digitaliser. Il y a eu une transposition en loi française avec la loi informatique et liberté. Alors j'espère que tout ce que je dis est juste parce que je ne suis pas juriste. La loi ASAP qui est venue modifier ou apporter en tout cas des choses supplémentaires. Et ensuite il y a eu des textes d'application pour encadrer un peu plus concrètement la pratique et l'application de ces lois par des décrets et des arrêtés. Donc déjà ça fait beaucoup d'informations pour une seule notion qui est l'open data, qui est certes complexe, mais qui est une seule notion, et toutes les informations relatives à cette thématique sont un peu dispatchées partout. Il y a tout ce qui va être texte européen sur Eurlex, il va y avoir évidemment tout ce qui est loi promulguée, texte d'application sur Légifrance. Vous allez retrouver des informations sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat sur tout ce qui va être l'intention du législateur dans les amendements, dans les rapports, dans les débats des sénateurs et des députés. Et puis vous allez retrouver la jurisprudence qui vient interpréter cette loi évidemment sur les sites directement des jurisprudences de la Cour de cassation, de la CADA notamment, etc., etc. Et donc la promesse de doctrine, qui est un premier pas vers tout ce qui va être la technologisation de tout ça, et en particulier l'introduction de l'intelligence artificielle, c'est de récupérer automatiquement tous ces documents de différentes sources et de les agréger au sein d'une même plateforme pour avoir un seul et unique point d'entrée à tous ces documents. Donc c'est bien d'avoir tous ces documents, mais encore faut-il les contextualiser un petit peu, parce que c'est bien beau d'avoir une salle remplie de documents, mais en fait, si on ne sait pas où chercher ou si on ne sait pas comment chercher, avoir accès à plein de documents, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Et donc, c'est là que l'intelligence artificielle rentre en jeu avec ce que je vais vous présenter, notamment ce que je vais appeler le legal graph. Donc là, pour info, j'avais demandé à ce qu'il me dessine une intelligence artificielle au Moyen-Âge, et voilà ce que l'algo m'a répondu. On va essayer de prendre un cas d'usage un peu concret de ce que j'entends par contextualisation pour vous montrer un petit peu, essayer de vous montrer les bénéfices de l'intelligence artificielle, avec un cas d'usage concret qui est que moi, en tant que professionnel du droit dans le droit fiscal, j'essaye de comprendre comment appliquer ou quelle est l'intention du législateur sur un ajout d'un alinéa dans l'article 787 du Code général des impôts. Un alinéa a été rajouté et j'essaie de comprendre ce que ça veut dire, comment il s'applique. Il n'y a pas encore eu de jurisprudence parce que cette version d'article est nouvelle, date de 2022, et donc je vais aller creuser. Première chose que je regarde, je dois aller sur Légifrance pour chercher l'article modificateur. Donc je vais chercher la loi modificatrice et je vais remarquer que c'est l'article 8 de la loi 2022-1157 qui vient ajouter cet article, enfin cet alinéa dans l'article. Ok, deuxième chose, je vais du coup devoir retrouver le projet de loi dont est issue la loi promulguée et également de retrouver l'article pendant la navette parlementaire, puisqu'il y a une renumérotation pendant la navette parlementaire. Et donc, grâce à la table de concordance, je peux voir que l'article 8 de la loi était en fait l'article inter lors du projet de loi. Ok, donc maintenant je dois aller sur le site de l'Assemblée nationale ou du Sénat pour retrouver des informations et des documents qui viennent parler de l'article inter du projet de loi de finances rectificative. Et c'est même pas si simple que ça, parce qu'en réalité, l'amendement qui a introduit cet alinéa ne mentionne pas l'article inter, parce qu'en fait, il a été numéroté plus tard pendant la navette. Donc, il ajoute juste un article après l'article premier. Donc, en réalité, c'est très, très, très compliqué aujourd'hui d'accéder à l'amendement introducteur d'un alinéa dans un article de code. Et c'est là que Doctrine intervient, l'intelligence artificielle en tout cas, par ce qu'on appelle le legal graph, c'est qu'on propose directement un accès à l'amendement introducteur de la modification, directement sur l'article de code en question, avec du coup un accès à l'amendement qui précise l'objet de la modification, le pourquoi, quelle était l'intention, etc., etc. Ça, concrètement, comment on a réussi à le faire? On a réussi à le faire en faisant des liens entre plein d'objets, des liens entre un article de code et son article de loi modifié, des liens entre une loi et son projet de loi, des liens entre un amendement
et son article au cours de la navette. Tout ça, c'est des liens. Et donc, c'est ce qu'on appelle la doctrine le legal graph. Donc, on indexe, comme je vous l'ai dit, une grosse quantité de documents sur doctrine, des décisions, des lois, des commentaires, des avocats et des entreprises également. Et tous ces documents sont liés les uns aux autres en réalité. Une décision de justice va citer des lois, des articles de loi comme base argumentaire. Des commentaires vont venir commenter des décisions. Des avocats vont plaider dans des décisions, vont défendre des entreprises, etc., etc. Et donc tous ces liens, en fait, vont être construits par intelligence artificielle pour contextualiser l'information. Alors je vais essayer de vous décrire un peu plus en détail, vous voyez toujours, tout va bien, comment on construit ces liens et comment l'intelligence artificielle intervient là-dedans. C'est principalement ce qu'on appelle le traitement automatique du langage, qu'on appelle souvent TAL en français ou NLP en anglais, pour Natural Language Processing. C'est donc des algorithmes qui vont venir lire en fait tous ces documents juridiques, tout cet amas de données pour essayer de détecter des références. Donc par exemple ici, l'algorithme essaye de détecter des avocats, des entreprises, des articles de loi, mais également des informations contextuelles pour essayer d'identifier ensuite l'entité détectée. Ici, par exemple, on a détecté un avocat, mais il peut y avoir des homonymes. Il y a plein d'avocats qui ont le même nom, il y a plein d'entreprises qui ont le même nom, donc on va essayer de détecter d'autres choses pour les identifier. Par exemple, ici, le barreau, la TOC. Pour une entreprise, ça peut être l'adresse ou autre. C'est donc grâce à ces algorithmes qu'on arrive à reconstruire le legal graph et donc à contextualiser cette information. Pas mal d'enjeux qui posent problème aux algorithmes et qui font qu'on ne peut pas simplement appliquer des règles simples et qu'on est obligé d'utiliser des algorithmes un peu plus complexes. C'est que, première chose, il y a évidemment plusieurs formulations possibles pour une même référence. Donc un exemple tout simple, mais c'est un article du Code général des impôts qui n'est pas forcément cité pareil dans une loi, dans une décision, dans un commentaire ou même dans une requête utilisateur. Dans un commentaire, on va avoir beaucoup plus souvent des acronymes du type CGI. Il faut que l'algorithme comprenne Code général des impôts. Ça peut paraître très simple pour un humain, mais en réalité, pour une machine, c'est pas si simple et on ne peut pas lui donner tous les exemples possibles. Sinon, ça serait trop chronophage, immaintenable. Il faudrait qu'on itère sur cette liste régulièrement. Donc, on a envie de faire apprendre ça à un algorithme. Un utilisateur, pareil, il va utiliser des acronymes ou alors il va même utiliser des abréviations parce qu'il n'a pas le temps de tout écrire dans sa requête. Donc il va taper par exemple ART 291 code impôt. Et ça aussi, il faut que nos algorithmes soient capables de comprendre ces références et de les relier au bon article du code, en l'occurrence. Et une deuxième difficulté, c'est que un mot parfois n'est pas interprétable de la même manière selon le contexte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc on va essayer de faire des liens à des décisions ou à des lois, mais par exemple une ordonnance, la notion d'ordonnance, ça peut être un texte normatif ou ça peut être une décision de justice, une ordonnance du juge des libertés par exemple. Et donc en fait, comment l'algorithme peut savoir ce que c'est? Il a besoin du contexte de la phrase, il a besoin de lire ce qu'il y a avant, de lire ce qu'il y a après le mot ordonnance pour dire ça c'est une loi, ça c'est un texte de loi ou ça c'est une décision. Et dans ce contexte-là, on est obligé du coup d'utiliser en particulier effectivement du deep learning, c'est ce dont on a parlé ce matin, pour prendre en compte le contexte et pouvoir faire des liens pertinents. Donc ça, c'est d'autres exemples sur la contextualisation de l'information. Donc on peut retrouver sur un article de code tous les commentaires, la doctrine qui est produite par des tiers sur un article de code, sur comment il s'interprète, sur des cas d'espèce, etc. Donc on retrouve des commentaires, on retrouve évidemment de la jurisprudence qui cite cet article pour essayer de trouver des cas d'espèce ou des interprétations concrètes de cet article dans la jurisprudence. Et on donne accès aussi aux documents parlementaires pour essayer de comprendre l'intention, de donner du contexte sur l'intention du législateur sur un article de code en question. On donne également du contexte du coup sur des décisions de justice. On peut, donc ça c'était un petit peu la fonctionnalité un peu, cœur de doctrine à l'époque sur la frise chronologique pour accéder facilement aux décisions de la même affaire, aux décisions antérieures. Ça, c'est aussi grâce à l'intelligence artificielle qui vient lire les décisions de justice. Alors, avec l'open data, on a de plus en plus de données qui nous sont fournies, mais ce n'est pas le cas pour toutes les juridictions. Et donc, on trouve ces informations dans le contenu de la décision, dans le texte de la décision. Et on affiche également, par exemple, tous les commentaires qui viennent commenter une décision pour essayer de comprendre la portée de cette décision, essayer de comprendre un peu quel est son intérêt juridique.
Et enfin, un autre exemple, puisque je vous ai dit qu'on référençait également tous les avocats et les entreprises, on arrive donc à lier les entreprises à leur jurisprudence, et donc on peut faire de la veille sectorielle grâce aux documents d'une entreprise, donc aux contentieux dans lesquels un secteur est impliqué. On a également des accords collectifs d'une entreprise. Enfin voilà, en fonction de votre spécialisation, différents types de documents peuvent vous intéresser relatifs à une entreprise. Donc ça, c'est ce que j'appelle contextualisation. Mais la douleur première, c'est quand même de réussir à trouver l'information. Et donc, pour ça, il faut avoir un moteur de recherche pertinent. Google, comment Google est devenu très bon, c'est grâce notamment à son algorithme de PageRank. Globalement, Google, c'est un graphe. C'est un peu ce que je vous ai montré avec notre Legal Graph. Il y a plein de sites qui sont référencés et les sites se citent les uns les autres. Et plus un site va être cité par d'autres, plus il va être important. Donc, par exemple, Légifrance est évidemment cité dans plein de sources différentes, et donc Légifrance va être considéré comme une source importante et donc va remonter dans le moteur de recherche. Et donc le PageRank, ou globalement, je pense que c'est un algorithme un peu plus évolué maintenant côté Google, mais exploite entre autres, même si pas que, leur graphe. Et donc c'est ce que Doctrine fait également pour la pertinence des moteurs de recherche que je vais vous présenter maintenant. Donc là, pour la petite anecdote, je lui avais demandé, alors un truc qui n'a aucun sens, mais de dessiner un avocat en train de voler tout en haut de la Tour Eiffel. Voilà, juste pour voir ce que ça donnait. J'ai trouvé l'image plutôt rigolote, donc je l'ai affichée. Alors ça, c'est juste pour vous donner un peu un ordre de grandeur du nombre de documents qu'on peut référencer sur Doctrine, et donc de à quel point les cas d'usage de recherche peuvent être compliqués. C'est un peu rechercher une jurisprudence, c'est un peu rechercher une aiguille dans une botte de foin. On a 14 millions de documents indexés en tout. Des décisions de justice, des articles de loi, des commentaires, des documents parlementaires, etc., etc. Et donc, il faut qu'on arrive à comprendre quelle est l'intention de l'utilisateur lorsqu'il tape piratage informatique ou lorsqu'il tape Art 291 code impôt. Est-ce qu'il recherche une loi? Est-ce qu'il recherche une jurisprudence? Est-ce qu'il recherche une convention collective? Enfin voilà, essayer de lui pousser les documents les plus pertinents et qu'il n'ait pas à scroller sur les 100 résultats, parce que tout le monde sait de toute façon sur Google que personne ne va voir la page numéro 2 de Google. En réalité, on s'attend à avoir le résultat qu'on recherche directement sur la première page. Donc la pertinence du moteur de recherche est vraiment un enjeu crucial, et l'intelligence artificielle, évidemment, a son rôle à jouer là-dedans. Donc premier enjeu, c'est vraiment la compréhension de la requête utilisateur. Donc ça, je l'ai dit, mais donc un utilisateur qui va taper TGI Bobigny 18 avril 2008 avec un numéro RG, bon, a priori, il recherche un document précis. Donc on a envie de lui retourner un document précis, point, pour pas rajouter du bruit. Donc là, il y a des algorithmes qui, là ça paraît relativement simple, mais qui viennent analyser la requête, qui essayent de détecter le tribunal, la ville, la date, le numéro RG, l'article de code, le texte cité, etc., etc., pour ensuite retrouver dans notre grosse base de documents le document pertinent. Sur des choses un petit peu plus complexes, on essaye aussi de comprendre un petit peu les notions, les thématiques et les notions de droit qui vont être évoquées dans une requête. Alors je donne un exemple concret, mais donc par exemple quelqu'un va taper mandat de vente exclusif, agence immobilière, responsabilité, obligation de moyens. En fait, c'est plein de mots, et ça, pour un algorithme tout court, ces mots ne veulent rien dire, quoi. On ne sait pas trop quel mot va avec qui. Potentiellement, l'algorithme va juste rechercher une décision qui parle de moyens, qui cite le mot moyen, qui cite le mot obligation et qui cite le mot agence. Et potentiellement, ça n'a absolument aucun rapport avec la requête utilisateur première. Donc là, en bas, vous avez un exemple de décision qui va citer le mot obligation, qui va citer le mot moyen, mais ça ne parle absolument pas d'obligation de moyens, et donc ça n'est absolument pas pertinent. Donc il faut aussi réussir à comprendre, étant donné une requête, quelles sont un peu les notions juridiques et les groupes de mots qui vont ensemble. Donc par exemple ici, obligation de moyens, en réalité c'est une entité à part qu'on va vouloir rechercher dans la décision en tant que telle. Et donc ça, c'est aussi donc des algorithmes qui tournent en temps réel sur la requête utilisateur directement, pour ensuite pouvoir retrouver les documents pertinents. Le deuxième enjeu, une fois qu'on a compris, on va dire, l'intention de l'utilisateur lorsqu'il fait une recherche, c'est d'identifier les documents pertinents. Et ça, pareil, il y a pas mal d'enjeux, puisqu'en général,
les utilisateurs tapent dans un langage un petit peu plus universel que ce qu'il y a dans la loi ou dans les décisions de justice. Donc pour donner un exemple un peu concret, un utilisateur va taper « remboursement Pass Navigo » alors qu'évidemment il n'est aucunement mention du Pass Navigo dans les articles de loi, les articles du Code du travail. On va parler de remboursement des frais de transport, de titres d'abonnement de frais de transport, mais on ne parle pas de Pass Navigo. Et donc si on se contentait juste de rechercher les mots-clés dans le contenu, on ne remonterait jamais le bon article de code. Et donc c'est là que le legal graph intervient, donc l'intelligence artificielle, pour pouvoir enrichir sémantiquement les documents et pour pouvoir rechercher aussi dans des mots qui ne sont même pas mentionnés en fait dans le contenu initial. Donc là par exemple, l'utilisateur tape Pass Navigo, on lui remonte le bon article du Code du travail. Pourquoi ? Parce qu'en réalité cet article de code était cité dans des commentaires et que dans ces commentaires, il parlait de Pass Navigo. Et donc c'est grâce à tous ces liens qu'on arrive notamment à identifier les documents pertinents. J'espère que je ne vais pas trop vite. Un deuxième cas d'usage, évidemment, c'est parfois, enfin même très souvent, je pense, enfin je suis pas juriste encore une fois, mais on ne connaît pas forcément les références exactes d'une décision ou même d'une loi. Donc par exemple, la loi Avia, je pense que, je sais pas, mais potentiellement les gens ne connaissent pas le numéro exact de la loi 2020-770. Et en réalité, on a juste envie de taper loi Avia et on n'a pas envie de taper le numéro de la loi. Et donc ça, c'est pareil, il faut réussir à identifier les documents pertinents en enrichissant le document avec des mots-clés qui vont être pertinents pour ce document. Donc ici, en l'occurrence, c'est loi Avia. Et le troisième gros enjeu autour de la partie donc, recherche, c'est l'ordonnancement des documents. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des documents pertinents qui arrivent en 3e page, puisqu'en réalité, personne ne va aller jusqu'à la 3e page. Donc ça, l'ordonnancement des documents est crucial. C'est notamment le PageRank de Google qui rentre en compte. Et donc, on a aussi de l'intelligence artificielle derrière. Alors, il y a des signaux qui vont être captés par l'algorithme. Il y a aussi des signaux que nous, en tant qu'humains, avec et en discussion avec l'équipe juridique, on va encoder directement dans la machine en disant que, par exemple, une décision d'une haute juridiction, d'une plus haute juridiction, est en moyenne plus pertinente qu'une décision de première instance. Même si, parfois, vous pouvez vouloir chercher des cas d'espèce précis, etc. C'est pas tout le temps vrai, mais en moyenne, ça l'est. Une décision très commentée a peut-être aussi plus d'intérêt, puisqu'elle est commentée, donc a priori, elle suscite l'intérêt. Et donc, c'est plein de signaux comme ça qui vont à la fois être appris par la machine et qui aussi vont essayer d'être un peu contrôlés par l'humain et par l'équipe juridique pour avoir un duo intelligence artificielle et règles métiers pour proposer un ordonnancement des résultats les plus pertinents possibles. Et donc, l'idéal, et j'en parlais un petit peu en introduction, c'est que donc on se retrouve face à comme je disais, une inflation normative et législative qui fait qu'on n'a parfois même pas le temps de chercher, en fait. On peut rechercher l'information, c'est bien, mais on aimerait idéalement que l'information vienne à nous. Je suis avocat fiscaliste et j'aimerais être au courant de tous les impacts du projet de loi Finances 2022 sans avoir moi-même proactivement à devoir rechercher parce que ça me prend du temps, etc., etc. Et donc, il va y avoir aussi tous les sujets de recommandation et de veille personnalisée grâce à l'intelligence artificielle. Donc, parenthèse pour la petite anecdote, j'avais demandé où est Charlie au tribunal, et donc il m'a dessiné ça. Ce que je trouve marrant, c'est qu'il y a un petit Charlie, alors qu'il n'y a pas trop une tête de Charlie, mais qu'il y a quand même les rayures rouges et blanches. Et du coup, bon, je trouvais ça quand même assez impressionnant. Donc ça, c'est juste pour donner quelques chiffres et ordres de grandeur. Je ne sais pas si vous les aviez. Donc quand on parle d'informations mouvantes et inflationnistes, par exemple, pour un bilan sur la 15e législature, on a 386 lois qui ont été promulguées sur le quinquennat Macron, plusieurs centaines de milliers d'articles législatifs et réglementaires. On observe en moyenne une augmentation de 50% des publications au journal officiel en 20 ans, donc de plus en plus de lois qui sont promulguées, des dizaines de milliers de décisions de justice rendues par semaine, des revirements de jurisprudence, etc., etc. Et donc face à toute cette information juridique, c'est compliqué de rechercher l'information pertinente, quand bien même on a un moteur de recherche très pertinent. C'est compliqué de savoir même quoi chercher dans toutes ces modifications et dans tous ces changements qui s'opèrent tous les ans.
Et donc c'est là qu'on propose aussi une mise en alerte, et donc de la veille et de la recommandation. Une mise en alerte, c'est quoi? C'est je suis donc un avocat et je suis particulièrement intéressée par un concept juridique ou par un article de loi particulier que j'utilise régulièrement dans ma profession, et je vais demander à être alertée automatiquement et en temps réel sur un article dès qu'il y a quelque chose qui intervient sur cet article. Donc ça peut être l'évolution d'un article, par exemple une nouvelle version promulguée, ça peut être une nouvelle décision de justice qui va citer l'article, ça peut être un commentaire qui vient citer l'article également, ou ça peut être d'autres textes législatifs et réglementaires, potentiellement pour y trouver des décrets d'application, des textes d'application ou autres. Donc ça c'est pareil, c'est grâce au Legal Graph, hein, c'est parce qu'on arrive à lier un article de loi à sa JP, à ses commentaires, à ses lois, etc., qu'on arrive à pousser du contenu à l'utilisateur lorsqu'il demande proactivement à être alerté sur un contenu particulier. Et encore mieux, je pense en tout cas, c'est quand l'utilisateur n'a même pas à demander proactivement à suivre quelque chose grâce à l'intelligence artificielle. Alors c'est un petit peu lié au profiling, même si je n'utiliserai pas ce mot, mais on essaye de comprendre un peu les types de profils qu'on a. Sur Doctrine, il y a des avocats généralistes, il y a des avocats spécialistes, fiscalistes, droit social, etc. Et on essaye évidemment de ne pas pousser du contenu qui ne va pas être pertinent, on ne va pas pousser du droit social à quelqu'un qui fait du social. Et donc on essaye de comprendre les centres d'intérêt de l'utilisateur grâce à son historique, grâce à ses recherches, grâce à sa navigation, pour essayer de lui pousser proactivement du contenu sur les dernières tendances, sur des jurisprudences qui font parler d'elles dans sa thématique, sur les lois qui viennent d'être promulguées dans sa thématique, etc. etc. Également grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle. Et donc je parlais d'automatisation dès le début, au début de ma présentation, pardon. Le Legal Graph, donc c'est bien, on l'applique sur un peu nos contenus qu'on reçoit et qu'on agrège de différentes sources, mais on pourrait aussi appliquer ce Legal Graph et donc essayer de détecter des références à des décisions ou des lois sur des documents autres qui ne sont pas des documents, qui sont des documents, par exemple, des conclusions juridiques d'avocats, par exemple des commentaires que vous voudriez, etc. Et donc on a également un outil que je vais essayer de vous faire une petite démo en live, si la technologie est plutôt gentille avec moi. J'ai pas internet. Ah oui, j'ai pas internet parce que mon téléphone est mort. Et ben, donc j'avais prévu un petit onglet où j'avais. Donc en gros, on a un outil qui permet d'envoyer un PDF, ok, dans une interface, et ensuite ce document PDF en l'occurrence va être analysé par une intelligence artificielle et on va essayer d'y détecter des références à des décisions, des références à des lois, etc., etc. Ça, c'est des choses que, en tant qu'avocat, je crois, on faisait avant manuellement, c'est-à-dire qu'on recevait les conclusions de la partie adverse et donc manuellement on allait vérifier la jurisprudence qui était citée, les lois qui étaient citées, est-ce que c'est encore en vigueur, plus en vigueur, etc. etc. L'avantage de ça, et donc quand je parlais d'automatisation pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, c'est typiquement ça. En fait, faire des recherches de jurisprudence, ça prend du temps, c'est pas forcément à très haute valeur ajoutée et surtout il y a des machines qui peuvent le faire aussi bien si ce n'est mieux. Et donc par exemple on peut retrouver ici toutes les décisions qui sont citées dans le document et je peux même être prévenue lorsque par exemple une décision a été citée et en fait il y a une décision postérieure qui est arrivée. Donc par exemple les cours d'appel de renvoi ou par exemple tout simplement la cour de cassation sur une cour d'appel. Et donc ça me permet d'être constamment à jour sur l'information, de garantir que la jurisprudence citée est toujours d'actualité, vérifier qu'elle n'a pas été infirmée par la juridiction supérieure ou autre. Et donc ça permet déjà de gagner du temps et en plus d'être certain d'un argumentaire juridique et d'avoir un peu plus de certitude sur ce que je vais annoncer devant le juge. Voilà, et donc voilà, une overview un peu globale de ce que fait Doctrine. Alors je vous ai parlé du Legal Graph, de la recherche, de la recommandation. En réalité, on utilise donc des algorithmes qui sont donc certains qui sont très très simples, qui ne sont même pas du machine learning, parfois des algorithmes qui utilisent des réseaux de neurones. En tout cas, tous les algorithmes qu'on utilise sont des algorithmes dits supervisés, c'est-à-dire qu'ils sont entraînés, ils apprennent en fait sur des données à nous qu'on a annotées manuellement. Donc on contrôle entre guillemets ce qu'il apprend. Même si évidemment on ne sait pas exactement ce qui s'y passe derrière parce que ça reste assez black box, mais en tout cas on maîtrise complètement la donnée. Ouais.
Et donc il y a des modèles un peu plus récents, notamment qui sont sortis avec GPT 1, 2, 3, où on se pose la question de quel intérêt ça pourrait avoir sur le juridique, etc. C'est des énormes modèles et surtout on ne sait pas sur quoi ils ont été appris. Et donc se pose la question voilà, de est-ce que ça pourrait être une révolution pour le juridique ou autre. Moi personnellement, ça c'est mon avis personnel à moi, je pense que c'est très dangereux et en fait j'ai fait beaucoup de tests, notamment sur le dernier algorithme qui vient de sortir, qui est très crédible, c'est-à-dire dans ses propositions et dans ce qu'il répond, il est très crédible, il pourrait très bien se faire passer pour un humain. Donc je trouve ça très dangereux. Je pense qu'il y a quelques petites choses potentiellement utilisables, par exemple sur des problématiques de consolidation automatique des textes juridiques, sur des choses assez pragmatiques et terre à terre où on a fait des tests et c'est assez bon sans avoir été entraîné sur des données. Donc par exemple, je lui ai demandé sur un texte de modifier le texte en remplaçant un mot par un autre, en supprimant un alinéa, etc. Donc ça, c'est tout ce qui se passe pendant la navette parlementaire. Et en fait, l'algorithme a été plutôt bon sur sa réponse. Et donc, ça permettrait en tout cas d'être un outil potentiellement d'aide et de gain de temps pour notamment les administrateurs de la DILA qui font ça manuellement, tout en ayant un contrôle humain, parce que je ne crois pas au fait qu'en tout cas, la machine remplacera totalement l'humain. Voilà, merci. Ça, c'était la Joconde de Picasso Style. Pas de questions. Merci beaucoup. Je vais laisser Mathieu faire la transition. En tout cas, merci énormément pour cette intervention. Je trouve que c'est vraiment là, en début d'après-midi, quelque chose de concret sur l'utilisation dans notre quotidien. Ce matin, on a vu l'intelligence artificielle tout azimut. Là, c'est sur le quotidien du juriste pour voir exactement de quoi il s'agissait. Mais le juriste, c'est aussi le juge. Et c'est ce dont Mathieu va nous parler. Bien, merci Nicolas.